Bon, il est 8 heures, on va quand même commencer, malgré le peu d'utilisateurs qu'il y a. Bonjour, chers élèves. Joseph Dagligno, je vois que tu as levé la main, mais je te prie de patienter un instant. Alors, encore une fois, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir fait l'effort d'être présent malgré les circonstances difficiles, de vous être d'avoir fait le nécessaire pour avoir suffisamment de charges et de données Internet et d'être là euh, ce matin. Alors, je vois qu'il y a des élèves qui ont les mains levées. Apparemment, vous avez une difficulté. Je prends le risque d'écouter une personne. En attendant, on va réserver un autre moment pour les questions. Alors, Ralph Fénige Baptiste. Alors, Baptiste, tu as quelque chose à nous dire? Allô? Non, c'est ma première participation. Ah, ok, d'accord. Justement, et c'est la première fois, justement, qu'on a ce genre de cours. Je vous prie de rester silencieux en attendant. Et le temps qu'on fasse la présentation, on aura pas mal de... On aura un temps d'échange entre vous et moi, un temps d'échange entre vous, un travail en équipe, un temps de présentation. Ok? Alors, portez votre attention sur l'écran que, enfin, qui vous est présenté. Est-ce que tout le monde le voit, cet écran-là, où c'est marqué objectif? Et, Oui. ok. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a 3 points. C'est ce que nous visons à développer comme compétence. Aujourd'hui, dans le cadre de notre premier cours de physique pour cette année, le souhait à la fin de la séance, c'est que tout le monde puisse se questionner valablement sur la constitution de la matière qui nous entoure. Enfin, nous sommes entourés de murs, nous sommes entourés de meubles en bois, en fer, et de personnes qui sont faites de chair, d'animaux, d'arbres. Il y a des pierres, des minéraux qui nous entourent. On va se questionner justement sur la constitution de cette matière. À la fin de la séance, on doit connaître ce que les hommes ont toujours pensé de de ce que renferme la matière. Et cela va nous conduire à parler de la constitution de l'atome. Et il faudra que nous arrivions à décrire la constitution de l'atome. Et puis, il faudra que nous puissions représenter un atome. Je prends le temps pour vous dire que cette science est très importante puisque ça fait, c'est comme une préparation aussi à entrer dans un cours qui sera nouveau pour vous cette année au secondaire, qui est le cours de chimie. Ok. Alors que tout le monde ait bien en tête ce que nous avons comme compétence aujourd'hui, c'est-à-dire connaître l'évolution de la pensée sur les atomes, ensuite décrire la constitution de l'atome et puis savoir représenter un atome. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. OK. Donc, les 3 objectifs doivent être bien en vue. Je vous présente une première page. Il y a de cela 4 siècles avant Jésus-Christ, les philosophes, les penseurs commençaient à se demander, mais ce qu'il y a autour de nous, ça contient quoi? Et comme philosophes, comme penseurs, ils ont été tentés de porter quelques éléments de réponse. La première personne à avoir fait une réflexion valable sur ce sujet, c'était un philosophe grec qui s'appelait Démocrite. Et Démocrite, justement, quelle était sa réponse à la question qu'il s'était posée? De quoi est constituée la matière? Eh bien, il s'est dit que la matière est formée d'un ensemble d'éléments que nous ne pouvons pas casser. Et dans sa langue, qui était le grec, le mot casser était représenté par Thomos. Et puis, comme il voulait dire qu'on ne peut pas casser, il a utilisé le préfixe a devant pour dire atomos, insécable, qu'on ne peut pas casser. Et de là est né le mot atome. Donc pour lui, si nous prenons une pierre que nous cassons en deux, nous prenons le morceau cassé que nous cassons encore en deux, nous prenons ce morceau que nous cassons encore une fois et encore une fois et encore une fois,
Arrivé à un moment, il va se trouver que on aura un morceau qu'on ne peut plus casser. Et dans sa tête, selon ses réflexions, cette partie-là, c'est l'élément constitutif de la matière et on lui a donné un nom qu'on appelle l'atome. C'était alors son explication à lui qui était valable. Mais disons-nous que nous étions à ce moment-là 400 ans avant Jésus-Christ. Ça remonte à très longtemps. Alors, quelques temps après Démocrite, quelqu'un, ok, un autre philosophe du nom de Aristote, il a eu à avoir une autre pensée. Il a dit, bon, je ne suis pas d'accord avec la façon de voir de Démocrite. Ok. Je pense que tout ce qui nous entoure, tout, même les personnes qui sont là, les animaux, les arbres, ils sont constitués de 4 éléments. Ils sont constitués d'eau, donc il y a toujours une partie d'eau. Ok. Ils sont constitués de Non, mi pas dit. ils sont constitués de terre, ils sont constitués d'eau, ils sont constitués de terre, ils sont constitués d'air et ils sont constitués de feu. C'est-à-dire que pour Aristote, là, toutes les matières sont constituées de 4 éléments. C'était une deuxième étape de la pensée. Et la pensée d'Aristote est restée pendant longtemps parce que ça a duré plus de 2000 ans. C'était même la pensée que l'Église a soutenue pour dire ben, que c'est la vérité. Mais au début du 19e siècle, il y a eu des chimistes qui ont commencé à mettre au point des techniques d'observation et qui avaient des méthodes d'observation de la matière. Ils se sont rendus compte que ce que disait Aristote là, ça ne pouvait pas être le cas. Okay? Donc, ils ont rejeté la tête d'Aristote et ils ont cru que Démocrite avait beaucoup plus raison qu'Aristote, sauf que bon, Démocrite manquait d'informations. Et l'une des personnes, justement, qui a été le premier à élaborer un modèle de représentation de la matière, c'était Joseph John Thomson. Tout à l'heure, nous aurons à recourir au livre, mais là, je passe en revue les idées. Joseph John Thomson, ok, lui, il s'est dit, dans l'atome, il y a une présence de charge. Et l'atome, c'est l'élément constitutif de la matière. Il a pu découvrir, en plus de Démocrite, que dans l'atome, il y a des charges électriques qui sont présentes. Il a vu qu'il y avait une charge négative. Il a compris qu'il devait y avoir une charge positive également. Et sauf qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était que la charge positive. Mais sinon, on commençait déjà à parler des électrons comme étant les particules négatives se trouvant dans la matière, dans l'atome. Alors, il a donné son modèle d'atome, c'est-à-dire sa façon de représenter l'atome. Et dans ce cas-là, on parle du modèle atomique que l'on représente par un gâteau au raisin. Si vous regardez sur votre écran, vous pouvez voir cette image. Vous voyez qu'il y a une grande plaque, ok, avec un fond couleur rose. Et donc, dans cette plaque-là, il y aurait la charge positive. Et puis, parsemant, alors, il y avait des charges négatives qui étaient disséminées dans toute la partie qui avait la charge positive. J'espère que vous avez compris. Donc, on parle de méthode de gâteau au raisin ou plum pudding. Et parce que ça ressemble à un gâteau justement. Et puis la farine, la pâte du gâteau, ce serait l'ensemble de charges positives. Et puis les raisins qui sont disséminés dans la pâte seraient par exemple les électrons. Ok? Donc ça, c'était la façon de voir de Joseph John Thomson. Mais cette façon-là, ce n'était pas la dernière compréhension de l'atome. Après lui, il y avait un autre physicien qui s'appelait Rutherford. Rutherford a fait une expérience. Il s'est dit, mais si l'atome est rempli, okay, si c'est comme un gâteau au raisin, si j'essaie de faire passer une particule qui a la possibilité de traverser les corps, alors, si cette particule-là est facilement déplaçable et que ça arrive sur le gâteau, je dois voir que la particule rencontre un obstacle et ne puisse pas le traverser.
Il a fait une expérience avec une feuille d'or et il a remarqué que lorsqu'il plaçait et cette particule cette particule capable de se déplacer et que arrivant devant la feuille d'or, la particule donnait l'impression qu'il n'y avait aucun obstacle et qu'il continuait à traverser. Et que tout simplement, au niveau du centre, au niveau du centre, il se passait quelque chose d'étrange. C'est que quelques particules étaient dans une certaine difficulté de traverser. Alors cela lui a donné une idée, cela lui a fait comprendre quelque chose d'important. C'est que contrairement à ce que pensait Joseph Thomson, la matière n'était pas, alors l'atome n'était pas un ensemble, n'était pas une boule pleine, ok, mais c'était plutôt une boule creuse. D'ailleurs, essentiellement constituée de creux, il n'y avait pas une grande partie là constituée de charges positives et puis avec de petites charges négatives disséminées. Au contraire, il y avait une toute petite partie à l'intérieur qui contenait la charge positive et puis il y avait les charges négatives qui se déplaçaient en désordre autour. Okay? Donc, j'espère que vous saisissez la différence entre ce que a dit Rutherford et ce que a compris Joseph Thomson. Okay? Donc, pour Rutherford, la découverte clé, c'est qu'il y avait du vide. C'était le noyau. Il y avait un noyau au centre et puis il y avait des électrons, des charges négatives qui tournaient autour de la charge négative. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. De Broglie, il s'est dit, oui, c'est vrai que les particules se déplacent autour du noyau, mais ils se déplacent selon une orbite. Ils se déplacent selon une orbite. OK? Se déplace selon une orbite. Ce n'est pas dans un désordre total que le déplacement se fait. Et après lui, plus loin, quelqu'un a renforcé l'idée de Broglie pour se dire, mais non seulement il se déplace sur une orbite, mais on ne peut pas prévoir exactement la trajectoire de l'électron autour du noyau. On va se dire qu'ils ont la possibilité de se retrouver autour à des zones bien particulières. Et dans ce cas-là, on parle de nuages électroniques. Alors, chers élèves, tout ceci pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la connaissance n'a pas toujours été à un état fixe dès le début. Il a fallu qu'il y ait plusieurs pensées, on parle alors de théorie, plusieurs explications de ce que contient la matière et en particulier du modèle atomique. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on parle de la matière comme étant composée de petits éléments qu'on appelle des atomes, mais à l'intérieur de l'atome, il y a une grande charge positive qui se trouve dans le noyau, ok? Et puis il y a les électrons qui tournent autour. Et des années après, on allait avoir que le proton ne contenait pas uniquement, alors le noyau ne contenait pas uniquement des charges positives, mais ça contenait aussi des particules qui n'ont pas de charge, qu'on appelle neutrons. Donc, en résumé, dans un atome, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le noyau. Le noyau, il est composé de protons et de neutrons qui sont à l'intérieur. Vous regardez la figure avec moi, l'image. Dans le noyau de l'atome, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des protons et des neutrons. Les protons ont des charges positives, ont une charge positive, et les neutrons n'ont pas de charge du tout. Et autour du noyau qui contient les protons qui sont chargés positivement, il y a les électrons qui sont en train de tourner. Les électrons tournent autour du noyau. J'espère que vous avez compris. Et un principe qui a été vite établi, c'est la neutralité électrique de l'atome. C'est-à-dire que même s'il y a des charges électriques positives et négatives qui sont présentes dans l'atome, mais la charge de l'atome est une charge nulle parce que le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Et on va voir plus loin que la charge d'un proton est de moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Bon, je sais que vous avez étudié ça
en neuvième. Je voulais dire, proton, c'est plus 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Une charge positive, plus 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Et la charge d'un électron, c'est moins 1,6 par 10 exposant moins 19 coulombs. Une charge positive et une charge négative, plus 1,6 et puis moins 1,6, ça nous fait 0. Comme il y a autant de protons que d'électrons, ce qui fait que dans un atome qui contient les protons et les électrons, eh bien, la charge de l'ensemble, la charge de l'atome est une charge nulle. Donc, pour résumer, nous disons quoi? Selon le modèle jusqu'à présent que nous connaissons, que la physique quantique nous permet de... Alors, la physique quantique, c'est la partie de la physique qui s'occupe d'étudier les particules, la constitution de l'atome, ce qui se trouve à l'intérieur de l'atome. OK? Alors, la compréhension, c'est quoi? C'est que dans un atome, nous avons un noyau qui est au centre. Le noyau, il est constitué de protons renfermant des charges positives, de neutrons qui n'ont pas de charge du tout, et d'électrons qui tournent autour du noyau. Jusque-là, je sais que je fais des rappels sur le programme de 9e, donc je peux avancer. On va ajouter que les éléments du noyau ont un nom. Puisque ce sont des éléments du noyau, on dit que ce sont des nucléons. Ce sont des nucléons, ça veut dire que ce sont des éléments du noyau. Alors retenez bien, lorsqu'on parlera de nucléons, on fera allusion à quoi? On fera allusion aux éléments du noyau. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans les noyaux? Eh bien, il y a des protons et des neutrons. Donc, les nucléons, c'est l'ensemble constitué de protons et de neutrons d'un atome. Okay? Et ils sont dans le noyau. Et on n'oublie pas que les protons ont une charge positive, les neutrons n'ont pas de charge du tout. Donc voilà, nous continuons avec ce modèle-là. Le noyau est au centre et il y a les électrons qui tournent autour, Et ceci donne une configuration de l'atome. Maintenant, avant d'aller plus loin, il est question de mettre de l'ordre dans les esprits, ok? Jusque-là, si vous me suivez. Qu'est-ce que nous avons dit? Que l'homme n'a pas toujours compris ce que c'est que la matière et ce que contient la matière. Il y a eu plusieurs idées qui étaient émises. On a commencé avec Démocrite qui a pensé que les atomes c'était de petites boules attachées par des crochets, donc des petites boules insécables. Et ensuite, Aristote qui a pensé que la matière, ça contenait les 4 éléments. Et puis, il y avait Joseph John Thomson qui a pensé qu'il y avait un ensemble de charges positives dans lesquelles étaient disséminées quelques charges négatives, donc son fameux gâteau au raisin. Et Rutherford qui a compris que non, ce n'est pas ça parce que ça ne peut pas être un ensemble compact dur, mais ça doit forcément être une boule creuse parce que à partir de son expérience, la particule qu'il a émise a pu traverser les atomes sans difficulté. Okay? Et puis, finalement, on s'est entendu avec les dernières propositions de Schrödinger et de De Broglie, okay? Pour dire que, bon, on a le noyau qui est au centre, on a la possibilité d'avoir des électrons qui tournent autour selon des trajectoires bien définies, et ceci constitue un nuage électronique parce qu'il y a des zones où on a des atomes. Mais ce qu'on vous demande de retenir jusque-là, okay, c'est que lorsqu'on parlera d'atomes, qu'est-ce qui doit vous venir en tête? Un atome, c'est la particule élémentaire de la matière. C'est pas la particule, mais c'est l'élément, c'est le premier élément de la matière. C'est le premier élément constitutif de la matière. Et dans un atome, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver au centre un noyau avec les électrons autour. Dans le centre, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver des protons, nous allons trouver des neutrons. Les protons et les neutrons, on les appelle des nucléons. Jusque-là, vous êtes là et c'est clair pour vous. Bon, à présent, voyons un peu si on peut s'aventurer avec un nouvel objectif. C'est-à-dire que, bon, nous avons dit tout ça de l'atome et il faudra que nous arrivions
pour des besoins de calcul, pour des besoins de réflexion, que nous arrivions à représenter cet atome. Alors, pour représenter un atome, on va utiliser un symbole. Il y aura un symbole de l'élément. C'est-à-dire, il y a plusieurs, on va parler de plusieurs éléments, et ces éléments-là sont regroupés dans un tableau qu'on verra plus tard, qu'on va appeler le tableau périodique. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'eau que nous avons l'habitude de boire, eh bien, l'eau est constituée de deux éléments, l'oxygène et l'hydrogène. Okay, le sel de cuisine que l'on met dans la nourriture pour que cela ait un bon goût, mais le sel de cuisine est constitué de deux éléments, bien, du chlore et du sodium. Pour nous dire que les corps qui nous entourent sont constitués d'éléments et les éléments ont un symbole. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques éléments avec leur symbole qu'il faudra mémoriser. Donc, pour représenter un atome, on aura d'abord besoin de connaître son symbole. Ici, on a mis X pour dire, bon, ça peut changer, ok? Mais le symbole pourra être O pour l'oxygène, il pourra être N pour l'azote, il pourra être H pour l'hydrogène. Ça va? Ok? Ensuite, on aura besoin du numéro atomique. Regardez dans la figure là. Nous aurons besoin du numéro atomique. Pour représenter le numéro atomique, on écrit la lettre Z. La lettre Z désigne le numéro atomique. Alors, c'est quoi le numéro atomique? Le numéro atomique, c'est le nombre de protons qu'il y a dans l'atome. Donc, reprenons. Nous voulons représenter un atome. Nous avons pour cela besoin de connaître le nom de cet élément. Par exemple, je veux reconnaître l'oxygène. Donc, j'ai besoin de connaître le nom de l'oxygène et son symbole. Son symbole, ce sera O. J'aurai besoin de connaître son numéro atomique. Et le numéro atomique, ce sera le nombre de protons qu'il contient. Et puis, si vous vous souvenez bien, on avait dit que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. C'est le numéro atomique. Donc, le numéro atomique fait référence à la fois au nombre de protons et au nombre d'électrons. Et on aura besoin d'un troisième élément. Le troisième élément, ce sera le nombre de nucléons ou encore le nombre de masses. C'est quoi le nombre de nucléons? Rappelez-vous que c'était quoi les nucléons? Les nucléons, c'était les éléments qui se trouvaient dans le noyau. Et c'était quoi les éléments qui se trouvaient dans les noyaux? C'était le proton et bien le neutron. Donc le nombre de protons et de neutrons représente le nombre de nucléons. Okay? Donc, pour que nous puissions faire une représentation, je reprends, pour représenter un atome, de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de connaître le nom de l'élément de l'atome, son symbole. Nous avons besoin de connaître combien d'électrons qu'il a ou encore combien de protons qu'il a. Ce sera le numéro atomique. Et puis, on a besoin de connaître le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de neutrons et de protons qu'il y a dans cet atome. Ok? Je vous invite à bien regarder le schéma. Ok? Alors, maintenant nous avançons. Nous avons besoin de connaître le nombre de masses. Le nombre de masses représenté par la lettre A. Nous avons besoin de connaître le numéro atomique représenté par la lettre Z. Et nous avons besoin de connaître le symbole de l'élément représenté par la lettre X. Vous suivez avec moi. Hein? Ok, vous suivez. Nous avons besoin de connaître le nombre de masses. Nous avons besoin de connaître le numéro atomique. Et ceci dans une disposition particulière. Donc, il faut que A soit où ça? A doit être en haut. Donc, le nombre de masse doit être en haut à gauche. Vous le voyez? Donc, le nombre de masse, il est toujours en haut à gauche. Le numéro atomique, il est en bas à gauche. Et le nom de l'élément, il est à droite.
Est-ce que vous voyez cette disposition-là? C'est bien important de la comprendre. C'est la disposition qui permet de représenter un atome. Je veux représenter un atome. D'abord, je vais mettre le symbole de l'élément. Le symbole de l'élément que je vais mettre. Je représente l'atome, je mets son symbole. Nous verrons les symboles tout à l'heure. Ensuite, je verrai quoi? Je mettrai le nombre de masses de l'élément en haut à gauche. Le nombre de masses en haut à gauche. Et puis après, je mettrai le numéro atomique. Le numéro atomique, je mettrai ça en bas à gauche. D'accord? Bien. Ici, je vous présente un élément, c'est l'élément chlore. Nous voyons le nom courant que nous connaissons, c'est le chlore. Vous voyez que c'est écrit CHLORE. Mais tout à l'heure, vous aviez vu une lettre X, et puis on avait dit que la lettre X représentait le symbole de l'élément. La lettre X représentait le symbole de l'élément. Alors ici, si nous restons ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Cl. Cl, c'est le symbole de l'élément chlore. Ensuite, on a mis pour nous Z. Okay? Z. Z, c'est quoi? Z, on avait dit que c'est le numéro atomique. On voit que Z est égal à 17. Cette information doit pouvoir nous parler. Qu'est-ce que ça doit nous dire? Z égale à 17. C'est le numéro atomique qui est 17. Ça veut dire que le chlore, il a un nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons qui est 17. Ça veut dire que rien qu'en regardant cela, je dis que, eh bien, dans le chlore, vous devez pouvoir vous dire que dans le chlore, il y a 17 protons et il y a 17 électrons. Et aussi, en regardant cette information, A égale 35, rappelez-vous, A c'était quoi? C'était le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de protons et de nucléons. C'est-à-dire que quand je combine les protons avec les nucléons, ça donne 35. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a moyen de déterminer facilement le nombre de neutrons. Si je vous disais, quel est le nombre de neutrons dans le chlore? Quel est le nombre de neutrons? Eh bien, le nombre de neutrons, c'est quoi? Comment je fais pour trouver le nombre de neutrons? Puisque 35, c'est à la fois le nombre de protons et de neutrons, et que le nombre de protons est 17, c'est quoi le nombre de neutrons? Je ne vais pas répondre. Je vous laisse répondre vous-même. Okay? Et puis, tout à l'heure, on va prendre dans les échanges, et puis vous allez me donner vos réponses. Alors, dans cette image que je vous soumets là, qu'est-ce que tu comprends? Bon, plus ou moins, je vous ai expliqué. On comprend qu'il y a la représentation de l'atome de chlore. Quelle est l'erreur? Il y a une erreur. Il y a un problème dans cette représentation. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Bon, je la donne, mais j'imagine que tout de suite, on s'est rendu compte qu'on n'a pas respecté la disposition, pas vrai? On n'a pas respecté la disposition. Et vous vous rappelez de quoi c'est quoi cette disposition? Eh bien, c'est que il faut que le numéro atomique soit en bas et que le nombre de masses soit à gauche. Oui, le symbole est à sa place, c'est L. On devait écrire CL ici. Maintenant, on devait écrire le numéro atomique 17, on devait l'écrire ici. Le numéro atomique 17 en bas à gauche, et puis le nombre de masses devrait être en haut, okay, en haut à gauche. Ça va? Alors, est-ce que vous sauriez répondre à ces questions auxquelles on a répondu tout à l'heure? À partir de cette information, quel est le nombre de protons du chlore? À partir de ce que je vois là, Z c'est 17. Donc, ça veut dire que Z c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, quel est le nombre de protons du chlore? Rapidement, sans hésiter, on doit pouvoir dire 17. Quel est le nombre d'électrons? Mais puisque le nombre de protons, c'est le nombre est égal au numéro atomique, est égal au nombre de neutrons, d'électrons, pardon, eh bien, le nombre d'électrons, c'est aussi 17. Le numéro atomique fait référence au nombre de protons et d'électrons. Et quel est son nombre de neutrons?
le nombre de neutrons, là, je suis invité à regarder le nombre de masses. Parce que A, le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est à la fois le nombre de protons et de neutrons. Il y a combien de protons? Il y a 17 protons. L'ensemble est formé de 35 éléments. Donc, s'il y a 17 protons et puis il y a 35 protons et neutrons, c'est la différence que je dois faire pour trouver le nombre de neutrons. Il faudra faire 35 moins 17, donc je dirais qu'il y a 18 neutrons. J'espère que vous avez compris, messieurs. Alors, pourquoi on dit que le nombre de nucléons, c'est le nombre de masses? Okay? Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre des éléments du noyau, c'est le nombre de masses. Mais c'est tout simplement parce que, comme l'avait vu, comme l'avait compris Rutherford, les atomes, la masse de l'atome est essentiellement du vide et toute cette masse est concentrée au niveau du noyau. C'est-à-dire qu'il n'y a que les protons et les neutrons qui sont les masses. Les électrons ont une masse négligeable. Donc la masse est vraiment concentrée dans le noyau. Donc ça se trouve au niveau des nucléons. C'est pourquoi on dit que le nombre de nucléons, c'est aussi le nombre de masses. Alors, une petite question. Est-ce que tu saurais parler de leur charge à tous? Est-ce que tu saurais parler de leur charge? Mais comment est la charge du proton? Ça, c'est une question de neuvième vraiment. On sait que le proton, il est chargé comment? Il est chargé négativement. Et quelle est la charge de l'électron? L'électron est chargé négativement. Le proton est chargé positivement. Ok? L'électron est chargé négativement. Le proton est chargé positivement. Vous n'allez pas oublier. L'électron porte une charge négative. Le proton porte une charge positive. Et comment est la charge du neutron? Comme son nom l'indique, le neutron a une charge nulle. C'est neutre. Il n'y a pas de charge positive, il n'y a pas de charge négative. Ok? On dit que le neutron, il est électriquement neutre. Ça va. Est-ce que vous êtes là avec moi, les enfants? Maintenant, je vais essayer de prendre quelques questions là, parce qu'on a pas mal, on a dit pas mal de choses. Je vois qu'il y a certaines mains levées. Dans ce premier temps, je vais activer le micro, d'accord? Alors, oui, Darcy, tu peux parler? Allô? Darcy? Allô? Oui, allô? Oui, 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 Est-ce que oui. tu es là? Tu as une question, Darcy? Ça va bien? Oui, ça va. Ok, d'accord. Euh, une petite seconde. Euh, oui, oui. Donc, pour le numéro 3 là, dans l'exercice, la solution pour trouver le nombre d'électrons, c'est on doit soustraire les, on doit soustraire les deux. Non, euh, tu as bien parlé. Est-ce que tu as bien parlé du nombre d'électrons, pas vrai? Tu as parlé du nombre d'électrons. oui, oui. Alors, le nombre d'électrons, je reprends pour toi. Il y a ce qu'on appelle le numéro atomique. Le numéro atomique est égal au nombre de protons. Comme Bon, oui. l'atome doit être électriquement nul. Ça veut dire que les charges du proton et de l'électron sont opposées avec la même valeur, il faut que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Ça veut dire que s'il y a 17 électrons, il y a 17 protons. S'il y a 8 protons, il y Bon, a 8 électrons. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Okay? Je vois que le numéro atomique est oui, 17. Cela signifie pour moi qu'il y a 17 protons dans le noyau. Cela signifie aussi que dans l'atome, il y a 17 électrons qui tournent autour. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Eh bien, d'accord, d'accord, ça va. Exhumé, je vois que tu as la main levée. Allô? Allô, exhumé Endel? Allô, monsieur. Oui, oui. Monsieur, j'ai une question pour lui. Question 2. Question 2, oui, oui. Pourquoi vous avez dit que l'électron est égal à 10, monsieur? Pourquoi j'ai dit que le nombre de neutrons est égal à 17. 10.
Oui, j'avais dit que c'était égal à 18. Tu ne sais pas pourquoi. Ok. Non, monsieur. Ok, d'accord, je reprends. Rappelle-toi ce qu'on a Bien. dit. Ce qu'on a dit pour la lettre A. On a dit que la lettre A représente le nombre de quoi? Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans le noyau. La lettre A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le noyau. Et quels sont les éléments du noyau? Allô? Quels sont les éléments du noyau? Dans le noyau, Neutron et, il y a quoi? il y a le neutron et proton. Il y a les neutrons et il Oui. y a les protons. Quand je vois A égale 35, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je mets ensemble les protons et les neutrons, ça me donne 35. Tu es là? Ah, Oui, c'est là, monsieur. ok. Ça veut dire que lorsque on met le nombre de, voilà, lorsqu'on considère le nombre de protons et le nombre de neutrons, ça fait exactement 35. Mais il y a combien de protons? Il y a combien de protons? 17. Il y a 17, monsieur. 10, 17. il y a 17. 17 protons. Il y a 17 protons, il y a 35 nucléons. Donc, ce qui reste là, c'est le nombre de neutrons. Comment je fais pour trouver le nombre de neutrons? On fait la Je une fais la soustraction. On fait soustraction. la soustraction, On va monsieur. faire la soustraction. Donc, je vais faire 35 moins 17. Moins 17. Ah, 35. ok, monsieur. Je comprends maintenant. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'était Exhumé qui parlait là? Colin de l'Exhumé, non? Non. Et Non, je m'appelle Noël Christian Billard. ok, Noël Christian. Très bien, Noël. Très bien. Mais je vois que la main de Exhumé est toujours levée. Exhumé, tu as la parole. Tu peux poser ta question. Ou bien tu peux intervenir. Bon, exhumé, je ne t'entends pas. Tu n'as peut-être plus de questions. Donc, dans ce cas, tu peux baisser la main. Et Giovanni Lenski Joseph, tu as levé la main. Je peux t'écouter. Allô? Allô? Giovanni? Allô, Giovanni? Bon, Giovanni, je ne t'entends pas. Peut-être qu'il y a un problème avec ton micro, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est bon. Eh bien, d'accord, messieurs. Donc maintenant, je vais vous donner un exercice à faire. Pour cela, je vais vous mettre en groupe. Dans votre livre, ce sera nous sommes à la page 8, le numéro 10. Le numéro 10 de la page 8 et aussi le numéro 1 de la page 7. Donc, je vais vous mettre en groupe, je vais former les groupes tout à l'heure. Page 7, vous allez faire le numéro, vous allez discuter en groupe comme vous, comme ça là. Le numéro 1 de la page 7 et puis le numéro 10 de la page 8. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une invitation à rejoindre une réunion. Donc, je vais former les groupes et si vous acceptez l'invitation, ce que je vous invite à faire, vous aurez exactement 5 minutes pour discuter entre vous des réponses à ces questions-là. Alors, pour ces exercices, donc je parlais du numéro, voilà, du numéro 1 de la page 7 et du numéro 10 de la page 8. Je Monsieur forme les... Alcidor. Oui, oui. Je forme les groupes tout de suite. Oui, oui, j'écoute. Monsieur, j'ai un ennui. Oui, oui. J'ai pas encore le livre de physique. D'accord. Je vais afficher pour toi. Je vais afficher pour toi. Je vais afficher pour toi les pages tout à l'heure. Et 74, 10,
Monsieur Altidor. Oui. Mais vous avez dit quel numéro pour la page 10? Pour la page 10, je vous dis le numéro. Alors, attends, c'est pas la page 10. Nous sommes Page à 8. page Page 8, 8, numéro numéro 10. 10. Page 8, Numéro numéro 10. 10. Le numéro 10 de la page 8. Et puis le numéro 1 de la page 7. Page 7. OK? Et Ok, merci beaucoup. oui, voilà. Je viens de former les groupes. Vous allez recevoir une invitation pour participer à une réunion entre les membres du groupe que j'ai formé. OK? Voilà, 2, 4, 5. Voilà, bon, je vais faire. Comment je vais faire? Voilà. Vous aurez exactement, vous aurez exactement 5 minutes. Vous avez compris? 5 minutes pour échanger entre vous. OK? On va vous demander d'accepter une réunion. Je vous demande d'accepter. Vous allez vous retrouver par groupe pour échanger, discuter rapidement. Allez-y, ça va. C'est écrit. Bon travail, messieurs. Euh, oui, Giovanni, je vois que tu as la main levée. Je t'écoute. Monsieur Altidor, Oui, oui. je ne vois pas les numéros, je n'ai pas encore le livre. Ah, d'accord. Mais si tu es dans une réunion, je vais essayer d'afficher, tu vas me dire si tu vois. Je vais afficher la page pour toi. Euh, Est-ce que tu vois la page là? Oui, merci. D'accord.
Alors, allô les gars, Ah oui. vous êtes Oui, là? monsieur Accident. Oui, oui. Oui, nous sommes là. Ça s'est bien passé dans le travail en groupe. Moi, c'était pas, Edward n'était pas. Ah, sache que je cet homme voulait rentrer dans ton appartement d'échange. Ça va? Et vous avez échangé sur les deux petites questions. Oui. Ok? Voyons, passons en revue et la première question. Nous sommes au numéro 1 de la page 7. On a demandé de relier. Alors, je vais afficher la page 7 pour que tout le monde puisse le voir. Oui, Ok? Est-ce que vous êtes... Non, c'est ça. oui, nous sommes là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ok. Alors, Oui, on a demandé de... Non, non, c'est pas possible. c'est pas C'est ça. l'autre page. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Ok. Ok, c'est Voilà, ça doit être ça. Page 7. Oui, page 7. très bien. Ok, on a demandé de relier par une flèche chaque nom de physicien au modèle atomique qui convient. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit tout à l'heure, et qui avait parlé d'une sphère remplie de charges? Une sphère remplie de charges, c'est-à-dire un mélange de charges positives et de charges négatives. Ce qui nous a conduit à parler du modèle ressemblant au gâteau au raisin, le plum pudding. Qui en avait parlé? C'était? C'était? Non, c'était pas Rutherford. C'était Thompson. ok, c'était Thomson. Ensuite, maintenant, des électrons sur des orbites autour du noyau. Okay? Des électrons sur des orbites autour du noyau. Ça, c'était Rutherford. Ça veut dire, ok, là, on a commencé à parler du noyau. Rutherford avait parlé de l'existence du noyau, alors que Thomson, lui, il avait parlé de quoi? Il avait dit qu'il y avait un mélange, une sphère et puis un mélange de charges positives et de charges négatives. C'est-à-dire que la grande partie des charges, une grande masse de charges négatives, c'est comme le gâteau. Le gâteau, c'est comme la charge positive. Et puis les raisins disséminés dans la pâte du gâteau étaient comme les charges négatives. Okay? Donc, on va associer Thomson à une sphère remplie de charges et puis on va associer Rutherford à des électrons sur des orbites autour du noyau. C'est-à-dire qu'on a un noyau et puis il y a des électrons autour. Et puis finalement, De Broglie qui a dit que on ne peut pas se fixer sur la trajectoire exacte autour du noyau, mais les électrons seront sur des nuages. Donc ça, ils vont constituer des nuages. Donc c'était le modèle du nuage électrique. Bon, on va revenir sur cela. Maintenant, nous passons directement à la page 8. La page 8, le numéro 1. On a posé comme question, indiquer le nombre de protons et de neutrons dans chacun des noyaux. Ici, vous aviez vu un premier élément. Le premier élément, c'est quoi? Je vais commencer avec le plus simple, avec le lithium. Vous avez vu l'élément représenté par Ni, pas vrai? Ok. Donc, le lithium, pour l'instant, c'est peut-être pas encore nécessaire de faire l'effort de retenir les noms. Ça va venir au fur et à mesure. Le lithium. En haut, je vois que c'est écrit 6. Ce 6 là représente quoi? Ce 6 représente quoi? Le nombre de masse ou bien le numéro atomique? Le nombre de nucléons. C'est le nombre de masse. C'est justement le nombre de nucléons. Ça nous donne la quantité de protons et de neutrons ensemble. Et le 3 qui est en bas, c'est quoi? Le nombre d'électrons. Ok, c'est le nombre de protons, le nombre d'électrons. C'est le numéro atomique. Ok, donc à la place de 3, à côté de 3, j'aurais pu écrire Z pour numéro atomique. Et à côté de 6, j'aurais pu écrire A. Pas vrai? Alors, quel est le nombre de protons ici pour cet élément? Pour le lithium,
Le nombre de protons, c'est 3. Le nombre de protons, c'est 3. Quel est le nombre de neutrons? Quel est le nombre de neutrons? Le nombre de neutrons, c'est 3. Eh bien, bravo, les gars. Ok, bravo, bravo, bravo. Maintenant, voyons le soufre. Le soufre a un nombre de masse qui est 36 et il a un numéro atomique de 16. Quel est le nombre de protons du soufre? Quel est le nombre de protons du soufre? 56. 56. Le nombre de protons, c'est... Ok, le nombre de protons, ce sera 16. Il y aura 16 protons. Il y a 16 protons. Et il y a combien d'électrons? Il y a combien d'électrons? 16. Il y a aussi 16 électrons. Il y a 16 protons et il y a 16 électrons. Il y a combien de neutrons? Il y a combien de neutrons? 20. Il y en a 20. Il y en a 20. Très bien, messieurs. Très bien. Ok. Et puis, bon, voilà. Comme travail. Le barium. Oui, bon, vous faites le même raisonnement. Le barium et le nombre de protons, c'est quoi? C'est le nombre de protons. 56. Ok, ce sera 56. Le nombre d'électrons, ce sera quoi? 56. Et le nombre de neutrons, ce sera quoi? 81. Très bien. Le nombre de neutrons, ce sera 81. Très bien. Alors, comme travail de maison, donc c'est-à-dire un exercice à faire, je vous laisse le numéro 7. Okay? Le numéro 7 de la page 8. Bon, bizarre, c'est toujours un travail de maison, hein, mais ce que je vous donne à faire comme exercice pour vous entraîner, c'est le numéro 7 de la page 8 et aussi le numéro 11 de la page 8. Monsieur, Oui. Reprends pour moi, monsieur. je ne vois pas le numéro 11. Ok. À la page 8, il y a le numéro 11 et le numéro 7 que je vous laisse à faire comme travail à la maison. Ah, merci. Ok. Le numéro 11 et le numéro 7 à faire. Au prochain cours, nous allons faire le point sur ces deux exercices-là. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Oui. Okay. Oui. Ok, ça va. Maintenant, il nous reste une dernière partie. Nous allons dans le livre et puis nous allons essayer de souligner ensemble les parties à retenir. Est-ce que vous suivez avec moi? Vous avez la page devant vous. Je vous invite à prendre un crayon. Et dans votre livre de souligner les parties que je vais vous indiquer. Attends. Je suis prêt. Ok, d'accord, voilà. Donc, nous avons l'atome. L'atome, on va retenir la définition de l'atome. Ça va? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va se dire qu'il y a eu plusieurs modèles. Parmi les personnes, alors il y a eu plusieurs personnes, tous les noms ne sont pas là, mais il faut plus ou moins comprendre le nom de chacune des personnes et ce qu'ils ont apporté. On a expliqué tout à l'heure, Joseph John Thomson qui a parlé du raisin et Ernest Rutherford qui lui a parlé du noyau de l'existence du noyau, Niels Bohr qui a parlé de trajectoire et puis Louis de Broglie qui a parlé de nuages électroniques. C'est clair? Okay. Oui. Ok, bien, très bien. Et maintenant, il faut savoir ce que plus ou moins Bohr a dit. Donc avec Bohr, il a surtout il a retenu la position de Rutherford, mais ce qu'il a ajouté, c'est que les électrons se trouvent sur certaines orbites bien définies. Donc, quelle est la différence entre Bohr et Rutherford? Les deux ont parlé du noyau avec des électrons autour. Okay? Rutherford, lui,
Ok, je fais une marche arrière. Oui. Rutherford, lui, il dit que les électrons tournent autour d'un Puis noyau autour d'un noyau central. central. Ok? Tout simplement. Les électrons tournent autour d'un noyau. C'est-à-dire que les électrons tournent n'importe comment. Alors que Bohr, il a précisé que les électrons, ils se trouvent sur certaines orbites. Ils ne tournent pas n'importe comment comme ça, mais ils suivent des orbites. C'est toujours la même chose, mais avec une précision. Bohr a ajouté une précision. Est-ce que ça va? OK? Donc, ce sont des trajectoires autour du noyau. Donc, il y a des trajectoires bien particulières que suivent les électrons. Et puis, dans De Broglie, lui, il dit que, bon, c'est vrai que ça suit des trajectoires, mais ces trajectoires ne sont pas des lignes. Il y a comme des espaces où on trouve ces électrons-là. Donc, plus particulièrement, oui, justement, De Broglie va parler de nuages électroniques. Ça va? Ça va? OK. Oui. OK. Oui, Maintenant, ça va. OK, maintenant, on va voir la constitution de l'atome. La constitution de l'atome. Alors, l'atome est constitué. Donc, tout ça, c'est à retenir. Que l'atome, il est constitué de quoi? Il est constitué d'électrons, ok, d'électrons, ou encore appelés négatons, et ensuite les protons et les neutrons. Ok, ok, voilà. Ensuite, vous allez retenir la définition de l'électron avec le nom de la personne qui l'a découvert et puis ses caractéristiques. Et puis vous allez retenir son symbole. Le symbole de l'électron est symbolisé par E-. Ok, on a écrit -E, mais c'est plutôt E-. Ça va? Oui. Ok, on va faire la même chose pour le proton. Le proton, c'est quoi? Donc vous soulignez la définition. Ensuite, vous soulignez les caractéristiques. Ok, qui l'a découvert et en quelle année? Et puis, quel est son symbole? On a écrit +E, mais généralement, on utilise aussi PT, le symbole PT+, la lettre P suivie de la lettre T, et puis la lettre et le signe plus. Wow. PT. Okay. Maintenant, les neutrons, la même chose. On va commencer avec la définition du neutron, du neutron. En fait, toute cette partie-là, avec toutes ces caractéristiques et qui l'a inventé. Alors, qui ne l'a pas inventé, mais qui l'a découvert. Ça va? Oui. OK. Et ensuite, on va parler du noyau atomique, la définition qui est retenue pour le noyau atomique. Et puis, voilà, qui l'a découvert et en quelle année. OK. Et puis maintenant, la constitution du noyau. Les noyaux sont constitués de quoi? Eh bien, les noyaux sont constitués de deux types de particules, les neutrons et les protons, dont l'ensemble constitue des nucléons. Vous soulignez tout ça, messieurs. L'ensemble, OK. Des protons et des neutrons sont des éléments du noyau. L'ensemble constitue des nucléons. OK, très bien. Ensuite, nous allons souligner ce qu'il y a écrit pour le numéro atomique. Donc, on dit que le nombre d'électrons que possède, vous soulignez ça, le nombre d'électrons que possède un atome est égal à celui des protons. Ce nombre s'appelle le numéro atomique et tous les atomes sont caractérisés par leur numéro atomique qui est Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les corps ont un numéro atomique. Donc, le corps qui a un numéro atomique 1, il est différent du corps qui a un numéro atomique 2. Le corps qui a le numéro atomique 3, il est différent de celui qui a le numéro atomique 4. Ça veut dire que le nombre qui a un électron qui tourne autour et un proton est différent de celui qui a 2 électrons et 2 protons. Ça va? Et puis, vous soulignez toute la partie représentation des atomes. Vous soulignez la neutralité de l'atome. Okay. Donc, neutralité de l'atome, c'est-à-dire que le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et pour finir,
Pour finir, nous sommes à la page 5 maintenant. Dans la page 5, on commence à vous donner un petit tableau qui a les noms de quelques éléments avec leurs symboles et puis leur numéro atomique. Et je ne vous demande pas de retenir le numéro atomique. Ce n'est pas la peine de retenir les numéros atomiques, mais maintenant, il faut pouvoir savoir identifier le symbole qui correspond au nom de l'atome. C'est-à-dire qu'il faut savoir que H c'est l'hydrogène, okay, le He c'est pour l'hélium, que O c'est pour l'oxygène, que Na c'est pour le sodium, que S c'est pour le soufre. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Ok, donc il faut savoir, il faut pouvoir identifier chaque nom d'élément à son symbole. Ok, et puis vous avez le petit résumé qui est fait pour vous. Retenons l'essentiel, vous y jetez un coup d'œil et puis vous vous assurez que vous avez toutes les informations disponibles ici. Eh bien, messieurs, il est déjà 10 heures. J'ai pris largement. Et ça a été un plaisir. Et j'espère que vous avez compris les notions et que les trois objectifs, les trois objectifs sont atteints. C'est-à-dire que vous avez une idée de l'histoire de la pensée sur les atomes, okay? Que vous êtes en mesure de les représenter. Ok? Ça va? Et puis que vous êtes en mesure de décrire la constitution, de décrire la constitution de l'atome. Ça va? Monsieur, pouvez-vous attacher la page de devoir, s'il vous plaît? La page du devoir, la page 8. Non, c'était ça. Non, c'était ça. Non. La page 8. Merci, monsieur. Ok, d'accord, ça va. Alors, je note que aujourd'hui, j'ai été le seul à intervenir et j'enseigne la physique dans les classes de bleu, jaune, mauve. Et entre-temps, pendant qu'on travaille à distance, je travaille avec les 5 classes bleu, jaune, mauve, rouge et vert. Mais je tiens quand même à signaler que, même si vous n'avez pas vu la présence de M. David et de M. Joubert, ce sont eux qui enseignent la physique dans les classes de S1 rouge et S1 vert. Okay? D'accord? On va quand même essayer d'être ensemble pendant ce temps-là où on travaille à distance dans toutes les classes. Eh bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir fait l'effort d'être disponible et on reste en attente pour une nouvelle occasion d'échanger. Et entre-temps, je crois que cette intervention-là, cette petite séance a été filmée et la vidéo sera disponible. Je vois qu'il n'y a eu que 70 participants. Et peut-être vous pourrez dire à vos amis qui l'ont raté qu'ils pourront voir la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi continuer à regarder des vidéos qu'on va afficher pour vous sur la plateforme et rester à l'affût des informations qu'on va ajouter. Merci, messieurs. Portez-vous bien. Merci. Merci, bonne journée, monsieur. Charles Edouard. À vous également. Oui, oui. J'ai vu une lettre sur la plateforme que l'école essaie d'ouvrir lundi matin. Non, je ne suis pas au courant. Je vais peut-être regarder. D'accord, bye bye. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.